Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo incontro del ciclo Esperienze alla prova. Il meeting da sempre vuole offrire la possibilità di incontrare dei testimoni, di raccontare storie di persone che con il loro lavoro, con la loro umanità, raccontano la possibilità di una vita diversa. Perché, come abbiamo letto nell'editoriale del Sussidiario stamani, citando un poeta francese, un poeta brasiliano che dice: la vita, amico, è l'arte dell'incontro, perché l'incontro con uomini e donne più vive rende più certi contro ogni difficoltà. E la protagonista dell'incontro di oggi è un ospite veramente eccezionale. Si chiama Clara Gaimard-Lejeune. È presidente Chiedo allora immediatamente un altro applauso per un ospite che volevo immediatamente introdurre, che è la madre di Clara, la signora Madame Jérôme Lejeune, che è stata qui che ha già visto i palchi di Rimini con il marito quando è venuto per dare delle grandi testimonianze della sua fede e del suo lavoro scientifico nel 1985 e nel 1990. Quindi, introducendovi Clara, è CEO di General Electric in Francia, è madre di ben 9 figli, è quindi manager all'apice dell'economia europea, è fra le 50 donne più potenti del mondo e soprattutto è figlia del famoso genetista Jérôme Lejeune, che è uno scienziato di fama internazionale che, come dicevo, abbiamo avuto l'onore di conoscere, che è scopritore della trisonomia 21, cioè delle cause cromosomiche della sindrome di Down. Ed è scomparso nel 1994 e nel 2007 a Parigi, l'arcivescovo di Parigi, ha aperto la causa di beatificazione. Di lui Clara ha scritto un libro di cui le chiederemo di raccontare oggi, La vita è una benedizione. Inoltre Clara è la fondatrice e socia della fondazione Jérôme Lejeune, che è presente a Parigi e si occupa della ricerca a favore delle malattie dell'intelligenza. L'incontro con Clara è frutto di una grazia che un'amica ha ricevuto, un'amica che si trova a New York, ma di cui preferisco vi parli Clara direttamente. A lei oggi abbiamo chiesto proprio di raccontarci della sua vita, del padre e di che cosa conserva maggiormente come la sua eredità, di qual è l'esperienza di certezza che il padre le ha trasmesso in ogni ambito della sua vita, dal suo essere madre alla sua esperienza lavorativa, alla sua concezione dell'azienda, da qual è il suo spirito in azione, in tutti gli aspetti della sua vita. Quindi lascio immediatamente la parola a Clara Lejeune, Gaimard-Lejeune, ringraziandola ancora. C'était un vendredi saint, en 1994, et c'est la dernière conversation que j'ai lue avec lui. Nous sommes allés le voir avec mon mari et mon frère. Il était à l'agonie, mais il était parfaitement lucide. Et nous avons évoqué évidemment la possibilité de son rappel à Dieu. Moi, je n'arrivais pas à y croire. Je ne sais pas si lui le savait, mais il nous a dit « N'oubliez pas que c'est bientôt Pâques et que tout peut arriver le jour de Pâques. » Et bien sûr,
Nous avons parlé de maman, nous avons parlé de la suite. Et il nous a laissé des messages que je voudrais partager avec vous. Le premier est peut-être le plus important. Il n'arrivait pas à respirer, donc il parlait très lentement. Et il m'a dit, ma Clara, s'il y a un message que je peux vous laisser, je l'ai vérifié plusieurs fois, dans plusieurs circonstances de mon existence. Les détails n'ont pas d'importance. Nous sommes dans la main de Dieu. Et quand mon père est mort le jour de Pâques, j'étais enceinte de notre 6e enfant. Une petite Faustine qui est née 13 jours après. Et nous dormions chez mes parents. Le téléphone a sonné à 7 h du matin, à l'heure où les femmes sont venues au tombeau du Christ. Et le médecin nous a annoncé que mon père était monté au ciel. Nous sommes allés avec maman. Son corps était encore tout chaud, mais il n'était plus là. Ça n'était plus lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que voulait dire l'âme. Il y avait sa dépouille mortelle, mais mon père était maintenant partout. Il était autour de nous. Et depuis ce jour-là, il traduit pour moi tous les jours ce qu'on lit dans l'Évangile. Si le grain de blé nous tombe en terre et meurt, il portera beaucoup de fruits. Alors, 13 jours après, j'ai accouché de ma petite fille, Faustine. Et je me suis dit, cet enfant qui a connu dans mon ventre son grand-père n'aura pas de souvenir de lui. Ma sœur était enceinte aussi de son 7e qui devait naître un mois plus tard. Et je me suis dit qu'il fallait que je raconte la vie de Jérôme Lejeune. Oh, bien sûr, j'avais aucune prétention. Je ne suis pas une historienne. Je ne suis pas une scientifique. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas certaine d'avoir la même foi que lui. Mais je suis sa fille. J'ai eu cette chance, cette grâce d'être sa fille et de vivre auprès de lui tous les jours. Et il me semblait que pour Faustine, pour tous les autres petits-enfants, pour ses amis, et peut-être pour vous qui êtes ici dans la salle, il était important de dire qui il était pour nous, ses proches. J'ai commencé à écrire une 30aine de pages. Je n'avais pas forcément l'intention d'en faire un livre, mais je l'ai montré à un ami qui était journaliste. C'était un été où il y avait plein de témoignages de livres avec des familles détruites, des enfants qui allaient mal. Et il m'a dit, tu racontes l'histoire d'une famille aimante, normale. Beaucoup de gens s'y reconnaîtront. Écris. Et quand je suis allée voir l'éditeur avec mon livre, nous avons discuté du titre. Et il m'a dit, c'est très simple. Le titre, c'est « La vie est un bonheur ».
Pourquoi la vie est un bonheur? Peut-être on devrait dire la vie est un miracle. Parce que la vie est un bonheur, ça veut dire une chose. C'est que rien que le fait d'exister, le fait que nous soyons en vie, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, c'est un bonheur. Et la vie de mon père a été ce témoignage permanent. La vie est un bonheur. La vie est un don de Dieu pour nous qui croyons en Dieu, mais la vie est un bonheur. Alors je vais essayer, par petites touches, bien sûr, je ne vais pas vous raconter toute sa vie, mais vous dire comment Jérôme Lejeune a traduit dans ses actes, dans sa pensée, dans sa réflexion, dans son talent, le fait que la vie est un bonheur. Rien ne le prédestinait à être médecin. Il était issu d'une famille classique, bourgeoise. Son père avait la culture de l'honnête homme, mais c'était un piètre d'ailleurs, chef d'entreprise. Sa mère était fille unique, une intellectuelle, une artiste. Mais il n'y avait pas de médecin dans la famille. Et cette vocation lui est venue très jeune. Il a passé son bac à l'âge de 15 ans, alors que c'était la guerre et qu'il n'allait pas à l'école. Et il a commencé ses études de médecine. Il voulait être chirurgien, réparer les corps. Et puis la vie en a décidé autrement. La vie est son étourderie. Parce que mon père était quelqu'un de très distrait. Il avait toujours perdu ses clés, toujours séparé de ses papiers. Maman veillait sur lui. Il lui arrivait même d'être tellement distrait et perdu dans ses pensées que maman lui mettait devant la porte la poubelle et qu'il oubliait de la descendre. Son étourderie. Il veut passer l'internat pour être chirurgien. Il se trompe de métro, il le prend dans le mauvais sens. Il rate l'internat, il ne sera jamais médecin, il ne sera jamais chirurgien. Et c'est à ce moment-là que vient la révélation dans son existence, puisqu'il rentre chez le professeur Turpin. Et là, dans la consultation, il voit ses enfants qui sont plus enfants que les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces enfants qui ont les yeux un peu bridés, qui ont les doigts plus courts, qui sont ronds, qui sont souriants, qu'on appelle à l'époque les Mongoliens. À l'époque, on les cachait. On en avait honte. On disait des tas de choses terribles. On accusait la mère, disant qu'elle avait peut-être eu la syphilis ou des mauvais comportements. On rendait les parents coupables. Et là, il se plonge dans la recherche, il veut comprendre. Il veut savoir. Il veut comprendre pour essayer de les guérir. Et le médecin qu'il est devient un chercheur. Mon père est devenu chercheur parce qu'il voulait soigner les malades qu'il voyait tous les jours à la consultation. À ce moment-là, on est en 1958. On ne sait rien des maladies génétiques. Le mot génétique n'existe même pas. On pense que les maladies sont dues à des tas de raisons, mais son professeur lui-même dit publiquement que le mongolisme ne peut pas s'expliquer. Aucune maladie ne peut s'expliquer par une cause génétique. Il y a un professeur qui, quelques mois plus tôt,
a découvert comment on pouvait mettre les chromosomes à plat. Vous savez, cette pelote qui est dans chaque cellule, qui entremêle tous les chromosomes que nous avons, qui sont notre patrimoine génétique. Et il a réussi à les mettre à plat. Et papa, sur un microscope de fortune, qui date de 1930, qu'il a rafistolé avec un peu de papier d'argent et beaucoup d'intelligence, comprend que les enfants qu'on l'on dit mongoliens n'ont pas quelque chose en moins, mais ils ont quelque chose en plus. Au lieu d'avoir les 48 paires de chromosomes que nous avons tous dans notre patrimoine génétique, sur le chromosome 21, ils n'en ont pas 2, ils en ont 3. Ils ont donc trop d'informations. Et pour expliquer ce qui se passe, mon père vous a certainement raconté cela quand il est venu en 1992. Il explique la musique de la vie. Il reprend le message de Saint Jean. Au commencement, il y a un message. Et ce message est dans la vie. Et ce message est la vie. La vérité, c'est que c'est notre histoire. C'est notre histoire à chacun d'entre nous. Ce que vous êtes, le fait que vous soyez blond, brun, aux yeux bleus, que vous soyez colérique ou pacifique, que vous aimiez faire du sport ou lire, que vous soyez bon en mathématiques ou en langue, que vous aimiez le sucré et le salé. Tout ça, c'est inscrit dans votre histoire. C'est votre message et qui fait que vous êtes unique. Et ça n'est pas un message de la Bible, ni de la foi. C'est le message de la science. Votre patrimoine génétique raconte votre histoire. Et pour ce qu'on appelle encore les Mongoliens, mais que Jérôme Lejeune va appeler les trisomiques 21, c'est comme une bande de musique. Vous savez, ces cassettes qu'on écoutait autrefois, ou les disques. Le disque est rayé. La cassette se répète. Et ce bégaiement de l'histoire qui s'écrit font des enfants qui sont plus enfants que les autres. Les trisomiques 21. Ça ne sera pas la seule découverte que fera Jérôme Lejeune, mais c'est la découverte fondatrice, historique. Pas simplement parce qu'on comprend que les Mongoliens sont en réalité des trisomiques 21, mais c'est parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on comprend qu'une maladie peut avoir une cause génétique. Et il devient le père de la génétique moderne. C'est pour lui qu'une première chaire de génétique fondamentale est créée en France en 1963. Il a 34 ans, il est tout jeune. Et ensuite, il n'aura de cesse que d'aller expliquer, former les généticiens du monde entier, ici en Italie, en Israël, aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout dans le monde. Ensuite, il fait d'autres découvertes, d'autres maladies de l'intelligence dont on comprend qu'elles sont causées par des troubles chromosomiques. Et je ne veux pas vous raconter l'histoire parce que vous entendez parler tous les jours des maladies géniques, des maladies chromosomiques. Nous savons aujourd'hui que la nouvelle étape de la médecine moderne, c'est lorsque nous saurons réparer les gènes qui sont défaillants, que ce soit bien sûr pour les maladies de l'intelligence
ou pour les maladies comme la mucoviscidose ou même la maladie d'Alzheimer. Alors avec cette découverte, il part aux États-Unis. Nous sommes en 1959. Et il est professeur visiteur dans les universités américaines et il montre sa découverte à tout le monde. On aurait pu lui voler 20 fois, 100 fois. Mais personne n'y croit. Il rentre à Paris, il la publie. C'est une révolution dans la médecine moderne. Il reçoit des prix du monde entier, y compris les prix des mains du président Kennedy. Et il devient une référence, le généticien, le père de la génétique moderne. Vous me direz, c'est déjà une belle destinée. Mais l'histoire de Jérôme Lejeune ne s'arrête pas là. Parce qu'il a une consultation qu'il suit tous les matins. Il a 5000 patients qui viennent du monde entier le rencontrer. Il les connaît tous par leur prénom. Certains viennent même de très loin. Et quand les parents arrivent, notamment quand les parents viennent d'apprendre qu'ils ont un enfant qui est trisomique 21, qui vient de naître, ils arrivent à la consultation. Ils sont souvent désespérés. On leur a dit que leur enfant n'aurait pas d'avenir, ne pourrait pas marcher, ne pourrait pas parler, serait un légume. Et ce que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'a été racontée 10 fois, 20 fois. Les parents arrivent avec leur enfant malade. Ils ne voient que la maladie. Alors mon père les accueille. Il fait passer une blouse blanche au père et à la mère. Il demande à la maman de s'asseoir en face de lui. Une chaise ici, une chaise là. Il prend l'enfant dans les bras. Lui-même a aussi une blouse blanche. Il installe l'enfant sur les genoux de la mère. Il s'assied en face d'elle. Et il examine l'enfant en l'appelant par son prénom sur les genoux de la mère. Ou du père. Et c'est à ce moment-là que la maman prend conscience que c'est son enfant. Il est malade, mais c'est Paul, c'est Pierre, c'est Sophie. Et brusquement, la peur, cette peur immense qu'on comprend si bien, quand on a un enfant handicapé qui arrive, qui est un petit étranger qu'on ne connaît pas, brusquement, l'amour peut se développer parce que la peur s'en va. Quelqu'un d'autre que vous, qui êtes le père et la mère, a pris dans ses bras cet enfant, lui a souri, l'a caressé, l'a mis sur vos genoux et vous a fait comprendre que cet enfant était votre enfant. Et que toute vie, quelle qu'elle soit, vaut la peine d'être vécue. Alors, dans les années qui ont suivi, mon père s'est battu à essayer de collecter de l'argent pour faire avancer la recherche et trouver comment on pouvait guérir ces enfants trisomiques. Je parle des enfants trisomiques parce que c'est la maladie mentale la plus répandue. Mais bien sûr, il pensait que si on arrivait à guérir la trisomie 21, on pourrait guérir toutes les autres maladies mentales qui avaient une cause génétique. Il court, il se bat. Il ne prenait jamais de vacances, sauf quelques jours pour nous amener au Danemark. L'été, il se plongeait dans ses recherches. Et puis un jour, ça commence déjà aux États-Unis. Mais c'est surtout en France que le combat va commencer. En 1970, vient le débat sur l'avortement en France. Il y a une émission à la télévision qui s'appelle Les dossiers de l'écran. C'est une émission où on voit un film
Et ensuite, il y a un débat. Et le film porte sur une femme qui a été violée et qui a un enfant. Et évidemment, tout le débat porte sur elle est enceinte, faut-il qu'elle garde son enfant ou pas. Et puis, il y a un projet de loi qui s'appelle la loi Perret, qui propose l'avortement en cas de viol ou en cas de handicap mental. Et à l'époque, le principal handicap mental qu'on peut détecter avant la naissance, c'est la trisomie 21 avec la myosynthèse. Le lendemain matin, mon père va à sa consultation et entre une maman avec un garçon de 10 ans. Et ce petit garçon pleure. Alors mon père demande à la maman, mais pourquoi pleure-t-il? Et la mère explique que l'enfant a vu l'émission des dossiers de l'écran la veille. Et le petit garçon se jette dans les bras de mon père et il lui dit, professeur, professeur, il faut que tu nous sauves parce qu'ils veulent nous tuer et nous on est trop faibles et on ne saura pas se défendre. Mon père est rentré déjeuner à la maison. Il rentrait tous les jours déjeuner à la maison. Vous vous rendez compte la chance que nous avons eue, nous enfants? Nous prenions notre petit déjeuner, notre déjeuner et notre dîner avec notre père. Il allait le matin à l'hôpital pour la consultation, l'après-midi au laboratoire. Et il venait rapidement sur son vélo, toujours à bicyclette, déjeuner avec nous pour profiter de sa femme et de ses enfants. Et il arrive à déjeuner, il nous raconte son histoire, cette histoire. Et il nous dit, moi qui suis leur médecin, moi qui dois les soigner, je dois les défendre. Si je ne les défends pas, je suis un salaud. Et à partir de ce moment-là, Jérôme Lejeune, qui est membre du comité des sages, du président de la République, qui est consulté sur tous les sujets scientifiques, qui est le généticien à la gloire montante. Vous imaginez les années 70, qui sont les années de la science, etc. L'homme qui est consulté à tout moment. Et celui qui va être l'empêcheur de tourner en rond. Et il va mettre son destin, sa gloire personnelle, son succès, au service de la défense de ces malades. Il ne va pas juger. Vous n'entendrez jamais un propos de mon père, vous ne lirez jamais rien sur mon père qui condamne, qui accuse ou qui sanctionne une femme qui a commis un avortement. Jamais. Jamais. Mais il va juste dire ce que lui dit la science. Et il va le dire non pas parce qu'il est un homme de foi, mais parce qu'il est un médecin. Il a signé le serment d'Hippocrate. Et le serment d'Hippocrate, c'est « tu protégeras la veuve et l'orphelin et tu défendras la vie en toutes circonstances ». Et son devoir de médecin, de chercheur, c'est de dire une chose très simple, une chose évidente, celle qu'il a appris avec la génétique, qui est que dans ce moment magique de la rencontre entre un homme et une femme, entre l'ovule et le sperme, et le moment où les cellules se développent. Et est-ce que le traducteur m'entend? Oui, bon. Et que les cellules se développent et que l'être humain apparaît, déjà, dès le départ, il a tout le patrimoine génétique. Et cet être humain est unique. Et cet être humain, parce qu'il est humain, est un être humain. Et donc, il va être inattaquable. Parce qu'il n'est pas là à être père la morale, à dire c'est comme ci, c'est comme ça, je juge et tout ça. Il dit simplement la science. Vous ne pouvez pas dire que l'être humain ne commence pas dès la conception. Et à partir de là, les ennuis commencent. Je me souviens, j'ai 12 ans. J'allais à l'école à bicyclette et je vois peint sur les murs de la faculté « Il faut tuer le jeune et les petits monstres. » Et ces petits monstres.
Et je reviens paniquée à la maison et je dis « Papa, mais ils veulent te tuer ». Et mon père me rassure et me dit « Non, 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 ce sont juste des mots. Ne t'inquiète pas, ma chérie ». Et tout son combat va être de défendre la vie, de protéger les plus faibles, de protéger, bien sûr, ces petits malades, mais aussi l'enfant à naître, celui qui n'a pas le droit à la parole, celui qui est si petit que personne ne le voit, celui qui ne peut pas se défendre, et dire la vérité scientifique, qui est que tout être humain démarre dès la conception. Alors il va lui arriver, bien sûr, beaucoup d'ennuis, mais ça, si vous voulez, vous le lirez dans mon livre. C'est pas ça dont je veux témoigner. Mais je vais vous raconter une autre histoire. Quelques années plus tard, il est à Paris l'été. Moi, je suis restée plusieurs étés à Paris parce que comme je révisais des examens, je travaillais avec lui. J'ai eu cette chance de pouvoir profiter d'être avec lui. Il travaillait tout le temps, il mangeait peu de choses. Il était concentré dans sa recherche. Et un mois d'août, comme ce mois d'août ici, c'était à peu près aux mêmes dates. Il reçoit un coup de fil des États-Unis. C'est son vieil ami, Martin Palmer, qui l'appelle. Martin Palmer est en vacances avec ses 4 enfants et sa femme. Et ils ont décidé de manger des crabes. Et donc ils achètent le journal pour pouvoir éplucher les crabes. Martin Palmer ouvre le journal et lit un article. C'est l'histoire d'un couple qui veut divorcer. La mère s'appelle Marie. Ils sont mariés depuis 10 ans, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Ils ont fait des fécondations in vitro. Il y a 7 embryons congelés. Ils sont d'accord pour se séparer. Ils sont d'accord pour divorcer. Ils sont d'accord sur tout, sauf sur une chose. Marie, la mère, veut qu'on lui implante les enfants, les embryons, et le père ne veut pas. Et dans la loi américaine, le juge qui doit statuer doit décider si ces embryons sont une chose, auquel cas on peut les supprimer, ou si les embryons sont une personne. Et auquel cas il donnera raison à la mère. Et le juge, qui est un juge qui s'appelle Young, jeune en anglais, dans cette petite ville de Maryville, avec cette femme qui s'appelle Marie, fait un appel à témoins. Il veut savoir ce que dit la science. Martin Palmer l'appelle et lui dit « J'ai quelqu'un pour toi. J'ai quelqu'un pour vous. » Le spécialiste de la génétique, c'est Jérôme Lejeune. Et le juge Young lui dit « Oui, mais le problème, c'est que le procès a lieu dans 48 heures. » Martin Palmer appelle mon père. Et mon père est dans ses recherches, il dit « J'ai pas le temps, je ne peux pas. » Et Martine essaye de le convaincre. Et mon père lui pose une question. Que dit la mère? Et Martine lui dit, la mère, Marie, dit, même si ce n'est pas moi qui reçois ces embryons, je veux qu'ils puissent vivre. Donc ça peut être n'importe quelle autre femme. Et à ce moment-là, Jérôme Lejeune dit, c'est le procès de Salomon. Vous vous souvenez de l'histoire? Cette femme qui est prête à donner son enfant pour qu'elle soit élevée par l'autre pourvu qu'il ne demeure pas. Et il dit, le procès de Salomon, c'est tous les 2000 ans. Donc je viens. Il n'y a pas de place dans l'avion. 1 heure après, la compagnie aérienne appelle en disant, il y a une place qui vient de se libérer. Il monte dans l'avion et il va témoigner au procès de Maryville pour expliquer que les embryons sont une personne. Le juge Young va statuer quelques semaines plus tard en faveur de la mère. Cette histoire
était dans toute la presse aux États-Unis parce que c'était le mois d'août. Et vous savez combien les Américains sont friands de ces histoires. Mais ça a été un moment extrêmement important dont mon père a fait un livre que Laetitia a entre ses mains, qui raconte l'histoire de ce procès. Et si vous voulez comprendre d'une façon scientifique, beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, ce qu'est le début de l'être humain, ce que nous sommes, ce que nous dit la science sur notre propre histoire, lisez ce livre. Il est absolument passionnant. Alors, un médecin, un chercheur, un témoin de notre temps. Mon père était aussi un grand catholique. Ou je ne sais pas s'il aimerait l'expression grand catholique d'ailleurs, je ne crois pas. Mais il est... Le matin de sa mort, le prêtre était venu lui donner l'extrême-onction. C'était, je crois, 2 heures avant sa mort. Et le prêtre lui a donné la communion, qui était la communion en avance de Pâques, puisque c'était le samedi saint. Et mon père a dit cette phrase extraordinaire quand on y pense, absolument incroyable. Il lui a dit, vous savez mon père, je n'ai jamais trahi ma foi. Alors, parce qu'il était scientifique, parce qu'il était médecin, parce qu'il était chercheur, parce qu'il était catholique, parce qu'il était le père de la génétique moderne, le pape Paul VI lui demande d'être membre de l'Académie pontificale des sciences. L'Académie pontificale des sciences recrute, rassemble des scientifiques du monde entier, dans tous les domaines, qui vont pouvoir dire à l'Église l'état de la science, pour qu'elle puisse prendre position de façon éclairée sur tous les sujets qui concernent l'homme. Et puis, quand Jean-Paul II est élu pape, il invite à déjeuner mon père, et c'est une rencontre. Une rencontre d'intelligence, une rencontre de foi, une rencontre de cœur, ils deviennent amis. Et mon père, avec maman, qui est ici dans la salle, viendront le voir très régulièrement. Mais quand le pape vient pour la première fois en France, pour les toutes premières journées de la jeunesse, mondiale de la jeunesse, qui ne s'appelaient pas encore les journées mondiales de la jeunesse, il y aura une grande messe au Bourget. Nous allons faire un pèlerinage pendant la nuit pour aller au Bourget. Et mon père, avec nous, ses enfants, avec les jeunes, fera le pèlerinage la nuit avec nous. Il ne sera pas avec les VIP, ni avec les évêques, etc. Il fera le pèlerinage comme un pèlerin, sous la pluie, avec nous, pour assister à la grande messe du Bourget, où pour la première fois, le pape Jean-Paul II dira cette phrase qui va marquer l'histoire de l'Église moderne. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? N'ayez pas peur. Et donc il n'aimerait pas que je dise qu'il était un ami du pape. Le pape lui demandait conseil, aimait lui parler, mais il ne se sentait infidèle du pape. Et le 13 mai 1981, maman et lui sont invités à déjeuner chez le pape. Et déjeunent ensemble. Ils sortent, prennent le taxi, l'avion. Et quand ils arrivent à Paris, à Roissy, ils prennent le taxi pour rentrer à la maison et ils entendent l'incroyable nouvelle. L'attentat contre Jean-Paul II. Mon père et ma mère ont été les dernières personnes qui ont vu le pape avant l'attentat. Et le soir même, mon père tombe malade. Il est emmené à l'hôpital.
sa température monte, il sort de l'hôpital le même jour que Jean-Paul II. Donc nous, on y voit plein de similitudes. Et lui, bien sûr, qui était un scientifique, dit non, pas du tout. En fait, il a eu un tel choc, telle émotion, qu'il a eu un calcul dans la vésicule et qu'il a fallu l'opérer. Au bout de quelques jours, on a compris, il a fallu l'opérer d'urgence. Et puis l'amitié avec Jean-Paul II s'est poursuivie. Et le jour de la mort de mon père, le jour de Pâques, évidemment, nous avons tout de suite appelé à Rome pour prévenir que mon père était décédé. La veille, je lui avais lu un télégramme où Jean-Paul II nous souhaitait un prompt rétablissement. Et un grand ami de mon père, qui était ministre de la Justice en France, nous appelle et nous dit « J'ai vu Jean-Paul II faire la bénédiction papale pour le jour de Pâques. J'ai vu qu'il était triste et j'ai donc pensé que Jérôme était mort. » Alors, puisqu'il me reste plus que quelques minutes, je pensais que je voulais vous lire deux choses. D'abord, vous lire un passage que mon père a écrit un jour où il est à Tibériade. C'est un texte très simple où il explique. C'était pas un mystique. Mon père ne parlait pas de Dieu, il le vivait, il vivait sa foi, c'était. Mais il explique sa rencontre à un moment donné avec Dieu. Et puis je voudrais vous lire, pour conclure, les mots que Jean-Paul II a écrits pour lui au moment de sa mort. Dans cette petite chapelle de mauvais goût, sur ce dallage récent qui n'avait peut-être pas 30 ans, je m'allongeais de tout mon long pour baiser la trace imaginaire des pas de celui qui était là. Ce geste naïf, instinctif, je dirais presque, me paraissait en lui-même ridicule, mais non point le sentiment qui me poussait. Dire qu'on aime est toujours impossible. Et la classique déclaration d'amour en mettant le genou en terre est probablement beaucoup plus vraie que l'image du théâtre ne le fait supposer. Surtout ne crois pas, mon cher frère, que j'eus à l'instant une vision, que je fus transporté en esprit, ravi d'une extase indicible. Non, tout en moi était aussi résonnant que d'habitude, jugeant mon action comme dérisoire, et pourtant résonnait à une vibrance inconnue et pourtant familière, tentant par l'adoration de rejoindre un unisson auquel je ne pouvais prétendre. Un fils retrouvant un père très aimé, un père enfin connu, un maître révéré, un cœur très sacré découvert, il y avait de tout cela et beaucoup plus. Comment dirais-je? De la tendresse, de la douceur, de l'affection, de l'amour timide et pourtant décidé. Un besoin de faire savoir combien j'étais touchée jusqu'au cœur de tant de gentillesse et de bonté de sa part, qu'il voulut bien être là, qu'il eût accepté que je l'y reconnusse et qu'il m'accueillisse simplement et fraternellement. Et puis, les quelques mots de Jean-Paul II que Jean-Paul II a envoyé le jour de sa mort. Ces paroles du Christ viennent à l'esprit alors que nous nous trouvons face à la mort du professeur Jérôme Lejeune. Si le Père des cieux l'a rappelé de cette terre le jour même de la résurrection du Christ, il est difficile de ne pas voir dans cette coïncidence un signe. Une telle mort rend un témoignage encore plus fort à la vie à laquelle l'homme est appelé en Jésus-Christ.
En qualité de savant biologiste, il se passionna pour la vie. Dans ces domaines, il fut une des plus grandes autorités au niveau mondial. Divers organismes l'invitaient pour des conférences et sollicitaient ses avis. Il était respecté même par ceux qui ne partageaient pas ses convictions les plus profondes. Nous désirons aujourd'hui remercier le Créateur de qui toute paternité tient son nom. On doit parler ici d'un charisme, parce que le professeur Lejeune a toujours su faire usage de sa profonde connaissance de la vie et de ses secrets pour le vrai bien de l'homme et de l'humanité, et seulement pour cela. Il est devenu l'un des défenseurs ardents de la vie, spécialement de la vie des enfants à naître, qui dans notre civilisation contemporaine est souvent menacée, au point que l'on peut penser à une menace programmée. Alors, pour conclure, peut-être vous dire juste 2 mots sur ce qu'a été mon père pour moi et pourquoi je voulais témoigner aujourd'hui de cette chance, de cette grâce que j'ai eue de vivre à ses côtés tous les jours. Je suis dans le monde des affaires. Je travaille pour une entreprise américaine. On pourrait dire que j'incarne le grand capitalisme américain. La vérité, c'est qu'il n'en est rien. Partout où nous sommes, quel que soit le métier que nous exerçons, nous devons toujours garder cette phrase en tête. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et restez dans l'humilité, la simplicité, la fraîcheur, le fait de savoir que finalement, on ne sait pas grand-chose, mais qu'on peut faire confiance et que la vie est un bonheur. Je vous remercie. In questi giorni sono successe grandi cose e sicuramente il racconto di un testimone di un santo dei nostri tempi, di un uomo così eccezionale, un racconto con gli occhi della figlia è un'altra di queste storie eccezionali che hanno accompagnato i nostri giorni. Ringrazio di cuore Clara per essere venuta fino a qua. La invitiamo a ritornare spesso a raccontarci dei passi, degli sviluppi della Fondazione Jérôme Lejeune in tutto il mondo. Sappiamo che a novembre la Fondazione sarà ufficialmente presentata a Washington, grazie anche a un rapporto di amicizia che è nato con questa persona di cui vi accennavo prima, che ha ricevuto una grande grazia da Jérôme Lejeune. Quindi grazie di nuovo a lei, alla madre, e buonasera a tutti e buona continuazione per questo meeting.